Alors, sa relation avec François Mitterrand, bon, c'est un des aspects les plus documentés et les plus connus de sa vie, puisqu'il a été un des plus proches, sinon le plus proche collaborateur de François Mitterrand pendant plus de 15 ans. Donc, grosso modo, entre 1974 et avril 91. Dès l'élection de Mitterrand, il est nommé conseiller spécial de François Mitterrand, hors organigramme, hors cabinet, hors secrétariat général. Jacques Attali est d'ailleurs très lucide sur son rôle, puisqu'il déclare dans l'événement du jeudi en 90, je cite, « Je suis dans cette maison, donc à l'Élysée, en situation de parasite. Je n'ai pas comme les autres conseillers de secteur réservé. » Fin de citation. À l'Élysée, ce qu'il caractérise, c'est qu'il a disposé d'un bureau par lequel tout visiteur devait passer pour accéder au président, ce qui fera dire à Franz-Olivier Gisbert que pour lui, je cite, l'essentiel est de surveiller les entrées et les sorties. Donc il me fait venir samedi matin, il me dit naturellement vous allez venir avec moi, vous installez de l'autre côté de la porte. Il montre vous installez de l'autre côté de la porte. Le grand bureau voisin. Celui-ci. Oui. Oui, c'est cette pièce magnifique qui est aujourd'hui une salle de réunion du président de la République. Le meuble, c'est le bureau personnel de Napoléon Ier. Tu étais là, il était juste là. En face, oui. Enfin, en face. Là où je suis là. Tu voyais entrer tout le monde, tu voyais sortir tout le monde. C'est une position stratégique et en même temps, Gisbert fait une description pleine d'ironie de Jacques Attali dans son livre qui s'appelle Le Président et qui est justement paru en 90. Je vais en citer un passage parce que c'est une description très fine et très juste de Jacques Attali. Il est si fébrile qu'il ne peut servir un café sans tacher son costume. Il est si émotif qu'il somatise pour un rien. Un mauvais regard du président et aussitôt la grippe le ravage. Cet homme exsude d'anxiété. Pour se trouver quelques secondes de plus avec François Mitterrand, il est prêt à changer de masque, comme de rôle. Il fait donc tour à tour office de concierge, de gourou, de porte-coton, de dame de compagnie, ou bien de professeur d'économie. François Mitterrand accepte bien volontiers la compagnie de ce conseiller éploré et bavard. Il est vrai que sa conversation est une des plus étonnantes de l'Élysée. Attali a mis le nez dans les épreuves de 15 livres qu'il faudra avoir lus dans les mois qui viennent. Il vient de rencontrer tour à tour le plus grand économiste de tous les temps, indien ou malgache, France Gall en personne, Henry Kissinger lui-même, la nouvelle vedette de la télévision, ou bien encore un ancien camarade de l'ENA. Tous lui ont confié les plus lourds secrets. Il a lu dans la nuit 100 pages de la Bible, les paroles de la prochaine chanson de Guy Béard, ou bien un inédit de Michel Foucault. Fantasque, candide et vibrionnant, il ne cesse d'ouvrir au président portes et horizons nouveaux. Je vous le dis, c'est un des meilleurs textes qui était publié sur la relation Mitterrand-Attali, même si Gisbert force le trait puisqu'il fait d'Attali une sorte de Sus Oppenheimer, c'est-à-dire qu'il le rabaisse à la figure classique du juif de cour. Ich beanspruche für mich die Straßen, die Brückengelder und gebe einen Durchlauf. Die Zelle an den Standort, durch welche die Straßen führen. Man sagte langsam, mal langsam. So kommen euer Durchlauf aus ihren Verpflichtungen, ich zu mein Geld und keiner gut den anderen Weg. Straßengelder, Brückenzölle, mal langsam. Was sagen denn meine Schwaben dazu? Was sollen die Schwaben sagen? Warum müssen die Schwaben, die Korn auf der Straße fahren, umsonst über die teuren Straßen fahren? Jede Brücke, jede Straße hat doch was gekostet zu bauen. Jede Brücke, jede Straße ist bares Geld. À propos de cour, un aspect très méconnu pour le grand public de la personnalité de Jacques Attali, c'est que c'est un pilier du tout Paris mondain. Partout où il habitait, il a organisé des réceptions en petits comités pour mêler politiques, financiers, grands patrons et artistes, que ce soit rue du Docteur Blanche dans le 16e arrondissement ou plus tard quand il a emménagé à son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Il y a eu 2 articles sur cet aspect-là des choses, donc il y a une vingtaine d'années dans Marianne, qui en avait brièvement parlé dans un dossier sur la République des dîners en ville, où ils expliquaient, je cite, que la conversation est amusante, très potin politique et histoire de cul, mais la bouffe est décevante, du traiteur et pas du meilleur. Alors le dernier article en date sur justement les réceptions données par Jacques Attali a été publié dans Le Point en 2014, un très long article assez intéressant, donc je vais vous lire quelques extraits. Nathalie Kosciusko-Morizet joue au flipper dans le salon. Anne Lauvergeon bouscule Hubert Védrine. Steve Ballmer et Carole Bouquet pour atteindre le buffet. Guillaume Sarkozy s'ennuie ferme, Jean-Claude Trichet devise avec Alain Minc, non loin Mathieu Ricard, et dans la cuisine qui lui sert de loge, Christophe Barbier, en petite tenue, se change avec sa troupe, ce soir il jouera du fado.
Là, je coupe parce que ça mérite précision. Qu'est-ce que fait Christophe Barbier en slip dans la cuisine de Jacques Attali pour jouer du Feydeau, c'est-à-dire une pièce de théâtre? Alors parce qu'en fait, Christophe Barbier, c'est ce journaliste un peu grotesque qui fait le clown sur BFM TV, mais surtout, en fait, dans le Landerneau, il est connu parce qu'il dirige avec le fils Enthoven, donc Raphaël, une troupe de théâtre qui est la troupe de théâtre de Normal Sup, donc la troupe de théâtre de la rue d'Ulm, qui s'appelle l'Archicube. Mon père, je m'accuse parce que j'ai péché, monstrueusement péché. Mon enfant, mon fils, relevez-vous. C'est des déclinaisons républicaines de Marie-Antoinette, quoi. Il se donne en spectacle. Alors Christophe Barbier auprès de Jacques Attali, il a un rôle particulier puisque c'est lui qui réécrivait l'éditorial de l'Express de Jacques Attali. D'ailleurs, quand Christophe Barbier a quitté l'Express un petit peu avant Jacques Attali, au bout d'un moment, les éditos étaient quasiment illisibles, quoi. C'était inintelligible. Alors je poursuis l'article du Point sur les dîners en ville chez Attali. Ces gens, ce sont quelques-uns de ses innombrables amis. Et cette scène reconstituée pourrait être une de celles, nombreuses du genre, à s'être déroulée à Neuilly, dans cette drôle de maison à 3 étages, où l'inusable conseiller banquier, essayiste musicien, reçoit depuis 30 ans avec une constance et un éclectisme sans équivalent à Paris. Jacques aimerait vous avoir à dîner. Jamais de carton, les élus sont conviés par un simple appel du secrétariat de Jacques. Ce sera un dîner en petit comité, placé à 10 ou 12 personnes, plus souvent un buffet pour 30, 60, 100 convives, dressé généralement le dimanche en fin d'après-midi. On est parfois vraiment serré, raconte Anne Lauvergeon, mais cela favorise les nouvelles rencontres. Les uns contre les autres, égayés par l'alcool, dont le propriétaire des lieux, qui lui-même ne boit pas, ne prive jamais ses invités. On prêtera l'oreille, surtout au délicieux bavardage de ces gens influents, à la conversation brillante, légère et bien informée, qui court de philosophes en collectionneurs, de patrons en éditeurs, de comédiennes en ministres. Prière, pourtant, si l'on est journaliste, de ne pas prendre de notes. Ce qui se dit ici, en particulier durant les dîners en petit comité, est rigoureusement off. Dans cette maison, on est en coulisses, entre soi. Ouvrez les guillemets. C'est très sympathique, dit Jean-François Kahn, plusieurs fois convié. Mais ce sont des gens qui vivent entre eux, du beau monde, qui parlent de façon civilisée. Vous n'y verrez jamais de radicaux, de subversifs. C'est le concept même du tout Paris bien pensant et complètement déconnecté des réalités. Fermez les guillemets. Bon, petit commentaire, donc là, Jean-François Kahn qui fait du Jean-François Kahn, c'est-à-dire qu'il critique et en même temps, il y va, il postillonne dans la soupe. Alors je poursuis. Dans cette maison, les couples Sinclair Strauss-Kahn et Cécilia Nicolas Sarkozy, avant d'imploser, ont autrefois devisé sans façon. Dans cette maison, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bernard Cazeneuve et Pierre Moscovici, sagement assis autour de Henry Kissinger, ont évoqué la politique extérieure de la France. Attali en parle encore d'une voix placide. Dans cette maison, Emmanuel Macron fut présenté par le propriétaire des lieux à François Hollande. Il était alors rapporteur de la commission de libération de la croissance, présidée par l'ancien conseiller de François Mitterrand, à la demande de Nicolas Sarkozy. Il est désormais, on le sait, ministre de François Hollande, donc Emmanuel Macron, qui, à son tour, a commandé un rapport à l'inusable Jacques, cette fois sur l'économie positive. Tout change, rien ne change. Les crises et les présidences succèdent, mais il fait toujours bon dans le petit jardin de Jacques Attali. Dans la véranda de Neuilly, il a entendu le rire de Barbara, ceux de Françoise Giraud et de Michel Berger. Il a vu Enrico, du temps de sa gloire, sortir sa guitare, Renaud qui n'avait pas encore sombré, Coluche surtout, qui était encore là. Sur le guéridon du salon, il y a encadré la photo de l'ami sur sa moto maudite. 6 jours avant sa mort, Michel Colucci, comme il l'avait fait des dizaines de fois, a dîné chez son copain Jacques. C'était un vendredi 13. Autour de la table, il y avait entre autres convives Dalida, Jacqueline Picasso, toutes deux suicidées quelques mois plus tard. Bon là c'est intéressant parce qu'on sait que c'est pas la moto maudite qui a tué Coluche. Il y a de fortes suspicions que ce soit un assassinat. Nous ne t'oublierons jamais, Michel, ceux à qui tu as fait comprendre, avec ton génie des mots de feu, qu'il faut être scandaleux pour lutter contre les scandales, et que l'élégance est dans la discrétion de la tendresse, et pas dans l'étalage des ambitions. Salut ma poule. Alors rapidement pour poursuivre sur Mitterrand, sur son action, Attali a contribué à hâter donc la révision doctrinale de la gauche dans sa conversion au néolibéralisme, tandis qu'Alain Minc effectuait le même travail à droite. Ce duo a d'ailleurs été reconstitué chez Bernard Pivot dans Apostrophe en 84. Il me semble que la France, qui a mangé son pain blanc depuis 10 ans, et qui n'a pas commencé à payer son tribut à la crise, où le pouvoir d'achat s'est accru davantage, va avoir maintenant à solder les comptes. L'ennui en économie, c'est qu'il y a toujours un moment où il faut solder les comptes. Alors n'ayant pas payé plus tôt,
nous allons commencer à payer. Et chaque crise aussi a été dépassée quand l'individualisme, ou plutôt la liberté individuelle, a conquis un nouvel espace. J'étais frappé d'essayer de montrer dans ce livre comment les crises du XIXe siècle ont toujours été l'occasion d'une plus grande liberté de quelque chose. En 83, c'est encore Attali qui a convaincu Mitterrand de ne pas sortir le franc du système monétaire européen, et il a reconnu plus tard avoir choisi l'Europe contre l'emploi. Des années plus tard, donc là cette fois on est en 2011, lors de son intervention à l'université participative de Ségolène Royal sur le thème la crise de l'euro, il se vante en tant que membre de l'équipe de rédacteurs du traité de Maastricht d'avoir, je cite, soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet d'en sortir. D'abord, tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. On va pas s'appesantir sur sa relation avec François Mitterrand. Relevons toutefois quelques faits. D'abord sur leur rencontre. Sur la rencontre Mitterrand-Attali, il y a 3 versions. La première, je l'appellerai la version méritocratique. Cette version fait remonter cette rencontre en 67-68 dans les locaux de la préfecture de la Nièvre, où Jacques Attali effectue son stage de l'ENA, donc version parfaitement méritocratique. La seconde version, Jacques Attali rencontre Mitterrand en 66, cette fois, en boîte de nuit, parce que François Mitterrand avait été intrigué par la compagne de Jacques Attali de l'époque, qui était la Miss France 1965, donc qui venait de remporter le concours. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la version vantarde. Ce qui ne veut pas dire que les 2 autres rencontres ne sont pas produits, hein. Il s'agit ici du caractère déterminant de la rencontre. Et enfin, il y a une 3e version. C'est une rencontre par l'intermédiaire du relais de Mitterrand auprès des réseaux communautaires de la haute fonction publique et de la finance, qui était Georges Dayan, et qu'Attali a de fait remplacé après le décès de Georges Dayan en 79. Et d'ailleurs, c'est très bien raconté par le diplomate israélien Freddy Eitan, qui était chargé dans les années 70 de la documentation à l'ambassade d'Israël. Donc il a écrit un livre qui s'appelle David et Marianne, et dans ce livre, il écrit que Jacques Attali a pris la place de feu Georges Dayan auprès de François Mitterrand. Il connaît parfaitement la mentalité israélienne. Il a longtemps été l'adjoint de Guy de Rothschild au Fonds social juif unifié. C'était le 3e extrait du documentaire complet de Jacques Attali, 40 ans de pouvoir profond en France. Pour retrouver le documentaire complet sur le vrai visage de Jacques Attali, rendez-vous sur contreculture.com, le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Éco-Indépendance pour ne rien rater. Et surtout, ne pas rater le nouveau format à venir dans les mois prochains.